Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have a liftoff. Bienvenue à tous, nous sommes de retour sur le studio SwissTech à Vivatech. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir sur scène avec moi le petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est aussi le président de la fondation, Olivier Daguet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Lune. C'est un privilège pour moi aussi de partager votre show galactiquement connu, chère Chloé. On espère bientôt intergalactique. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry ? Oh là. Où commencer ? Ça commence en 1900, voilà, puisqu'il est né en 1900, Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, il a une fratrie de 5 enfants, donc, élevé par ma grand-mère parce qu'il a perdu son père très jeune, quand il avait 4 ans. Et en fait, Saint-Exupéry, toute sa vie, a été élevé, enfin sa jeunesse, son enfance, a été élevée et bercée par des fées, par des femmes. Sa mère, ses tantes, ses sœurs, voilà. Donc c'est pour ça que plus tard, Saint-Exupéry aura besoin d'un environnement féminin très prégnant, très permanent. Comme tout le monde devrait. Oui, mais alors lui c'est bizarre parce qu'il faisait un métier très viril, pilote, pionnier de l'aéropostale. Toute la journée il était avec des mecs dans des avions, voilà. Donc. Mais dès qu'il quittait cet environnement très viril, il avait besoin d'être dans un environnement très doux, très féminin, et ça, il le tient de son enfance. Donc cette enfance qu'il a passée entre Lyon, Le Mans et la Suisse aussi, puisqu'il a étudié à un moment donné à Fribourg, en Suisse, au Collège Saint-Jean, et avant de venir finir ses études à Paris, où il a tenté navale, qu'il a raté, heureusement, il n'est pas parti dans la navale, et ce qui l'a conduit ensuite à embrasser la carrière de pilote. Il avait eu son baptême de l'air à l'âge de 12 ans, près de Lyon, à Ambérieu. C'était possible ça à l'époque, de pouvoir piloter un avion à 12 ans ? Alors il pilotait pas, mais il a pu monter dans un avion. Alors vous imaginez l'avion en 1912, donc c'était un avion un peu, archaïque. Mais il avait survécu à ce vol et il en avait gardé un souvenir émerveillé. Et donc, ça lui a inspiré sa future carrière de pilote. Il a été pilote dans l'armée française en 1920, il a passé son brevet. Et ensuite, il est embauché en 1926 par les lignes Latécoère à Toulouse qui est le berceau de l'aéronautique française, à Montaudan. Et c'est là qu'il apprend à démonter des moteurs, à piloter des avions qui à l'époque étaient des Breguet 14, encore des avions un petit peu plus perfectionnés que celui qu'il avait porté en 1912, mais quand même encore bien fragile. Voilà. Et il découvre ce fantastique aventure, cette légende de la ligne, c'est-à-dire les avions qui portaient le courrier de la France en l'Espagne, la Mauritanie, le Sénégal et ensuite l'Amérique du Sud jusqu'au Chili. Cette fantastique épopée dont il fera complètement partie en Espagne, puis au Maroc, puis en Argentine. En même temps, il poursuit une carrière d'écrivain, car il est très inspiré, et c'est 100% pilote et 100% écrivain. Voilà. C'est très très rare d'avoir un exemple. 100% tout le temps. Ouais, 100%. Et donc sa carrière d'écrivain aussi sera pleine de succès. Pas beaucoup de romans, mais qui connaîtront le succès de son vivant. Pendant ce temps, on est dans les années 30. Il est en même temps pilote d'essai. Il est journaliste aussi. On l'envoie en mission pour écrire pour les grands journaux français pendant la guerre d'Espagne, à Moscou, en Allemagne. Voilà. Donc il acquiert comme ça une expérience des points chauds de son époque. Donc c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui travaille. D'abord, il a une mission, il travaille pour la cause commune. Hein. La mission, c'est transporter le courrier. Voilà. Il découvre les continents, les pays, les cultures, les civilisations. Donc c'est quelqu'un qui est très curieux, très friand d'établir des ponts, des liens avec les hommes, où qu'ils soient.
Et puis, il est sur les points chauds aussi pour essayer de comprendre le malaise de son époque. C'est une époque très difficile, les années 30. La Deuxième Guerre mondiale arrive, les totalitarismes s'affrontent, et sa position à lui est toujours intermédiaire. Lui, il est pour l'homme, et c'est un humaniste, donc c'est très compliqué pour lui de prendre position politiquement. Et voilà, il essaye de se battre pour autre chose que pour des idéologies, en fait. Et donc ça le conduit en 40 à s'engager pendant la campagne de France. Bien qu'il n'en ait plus l'âge, il s'engage quand même. Il refuse de se mettre à l'abri dans les ministères et il participe à la campagne de France. Il survécut d'une façon assez incroyable et miraculeuse. Il écrira un livre d'ailleurs sur cette campagne qui s'appellera Pilote de guerre. Et après l'armistice, il se demande quoi faire. Et en fait, comme à l'époque, c'est un des Français les plus connus aux États-Unis parce que son œuvre est très connue aux États-Unis. Donc le Petit Prince. Alors pas le Petit Prince encore, justement. Pour l'instant, on parle de Courrier Sud et Vol de nuit à Terre des Hommes. Sont très connus aux États-Unis et où il est allé plusieurs fois. C'est un ami de Madame Anne-Moreau Lindbergh, par exemple, la femme de Monsieur Lindbergh. Et il a beaucoup d'amis aux États-Unis, Syntex. Et il part là-bas parce qu'il dit « Je dois convaincre les Américains de rentrer dans la guerre à côté des Alliés contre la barbarie nazie. C'est la seule façon de gagner cette guerre. » Et il part là-bas avec cette mission qui sera une mission qui ne sera pas dénuée de succès parce que bien sûr grâce à Pearl Harbor, mais aussi avec des gens comme Saint-Exupéry, les Américains sont préparés psychologiquement à rentrer dans la guerre aux côtés des Européens pour combattre les nazis. Il revient avec les Américains, alors aux États-Unis, à New York, donc pendant 3 ans, il écrit des livres, et notamment Le Petit Prince. Alors Le Petit Prince, c'est toute une histoire extraordinaire, une histoire new-yorkaise, et c'est la femme de son éditeur, en fait, qui, à un restaurant, voit Saint-Exupéry dessiner sur les nappes. Et il dessinait ce Petit Prince partout. Et il disait, ce Petit Prince, c'est moi. Voilà, c'est moi. Et elle lui dit, mais vous savez, aux États-Unis, il y a une tradition qui est d'écrire un conte de Noël pour les enfants. Donc c'est quelque chose que vous pourriez très bien faire, vous, Syntex. Vous le dessinez. Et en plus, Syntex était vraiment un fanat de contes d'Andersen. Il en parlait tout le temps. Voilà. Il a une passion pour Andersen. Alors il dit, ok, c'est une bonne idée. Et voilà, ça part comme ça. Et au début, c'est plus un amusement, en fait. Et en fait, ça devient très, très sérieux. Et c'est Le Petit Prince. Le Petit Prince sort à New York le 6 avril 1943. Et une semaine après, Syntex s'en va avec les bateaux américains en Afrique du Nord pour reprendre le combat. Et il disparaîtra en mission le 31 juillet 1944 au large de Marseille. Donc Le Petit Prince publié à New York, donc en français ou en anglais ? Alors Le Petit Prince publié à New York le 6 avril 1943 en français et en anglais. D'accord. Et en anglais, première édition new-yorkaise, puis Canada quelques mois après en français. Et en France, ce n'est que 3 ans après, le 6 avril 1946, que Le Petit Prince paraîtra chez Gallimard. Et c'est pour ça que cette année, on fête les 75 ans du Petit Prince en France. Parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il n'y avait pas de papier, parce qu'il il a fallu attendre tout ce temps pour que les Français puissent découvrir leur Petit Prince. Et Saint-Exupéry part, il part avec des interrogations, il ne sait pas si ce conte sera bien reçu par les lecteurs américains. Et déjà dans la presse américaine, une semaine après, le débat est lancé. Est-ce que cet ouvrage est pour les enfants ou est-ce qu'il est pour les adultes ? Et donc il y a une guerre qui démarre entre journalistes et critiques aux États-Unis. Dans le New Yorker, c'est très drôle, on a des articles de l'époque. Ah non, mais c'est un conte pour les enfants. Et puis un autre dit, mais c'est scandaleux de vendre ça aux enfants alors que c'est complètement pour les adultes. Voilà, donc la question est restée depuis toujours, une question à laquelle on ne veut pas répondre de toute façon. Et Saint-Exupéry ne connaîtra pas le destin de son travail, de ce qu'il a offert à l'humanité, c'est-à-dire le livre le plus traduit au monde, le livre religieux le plus traduit au monde aujourd'hui, avec plus de 480 traductions, et de plus en plus de traductions en fait. Donc c'est un livre universel qu'il nous a livré, c'est son testament, et il aurait été tellement heureux de savoir qu'il avait offert quelque chose de positif au monde. Heureux de savoir que la fondation était à Vivatech en 2021. Mais oui, alors très heureux parce que d'abord on est dans un environnement ici qui est sur la jeunesse, les nouvelles technologies. Alors c'est un passionné de science, Saint-Exupéry.
C'est un homme de science, on peut le dire, parce qu'il était passionné de physique nucléaire, par exemple. C'est quelqu'un qui a déposé des brevets dans l'aéronautique. Aujourd'hui, l'Institut de recherche technologique, aéronautique et spatiale de Toulouse-Bordeaux s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui était très ouvert aussi à toutes les nouvelles technologies. Il était passionné de voitures, d'avions, de moteurs, mais sa grande obsession, c'était que la science soit au service de l'homme et pas le contraire. Et voilà, il vivait dans une époque où tout était militarisé, tout était au service non pas de l'homme, mais d'idéologie. Et aujourd'hui, il serait ravi de voir que tous nos efforts portent et vont porter sur des objectifs de respect de la planète, de respect de l'homme. Donc pas de progrès scientifique, pas de progrès tout court sans ce double respect. Donc je crois qu'il aurait été ravi de ça, et tout à fait solidaire de cette action, et que son nom soit mêlé à travers la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, qui est présente aujourd'hui sur le salon. Je pense que oui, ça lui aurait fait très plaisir. C'est une magnifique histoire de voir ces liens, effectivement. Donc là, on fait beaucoup de liens aussi avec le monde du spatial. À votre avis, le monde du spatial, ça aurait aussi attiré Antoine de Saint-Exupéry ? Alors, je pense qu'Antoine et son petit prince sont intimement mêlés au monde du spatial. Tous les astronautes, spationautes qu'on connaît, qu'ils soient français, qu'ils soient suisses, qu'ils soient américains, qu'ils soient russes, ont le petit prince dans leur cœur. Quand ils sont là-haut, quand Thomas Pesquet est là-haut à 400 km, de temps en temps, il jette un œil par le hublot et il voit le petit prince passer sur son astéroïde. Donc il y a une inspiration très très forte. Donc c'est pas un hasard. Évidemment que ce petit prince qui vient de l'espace, petit prince un extraterrestre, et qui vient nous donner des leçons de sagesse, inspire toutes les personnes qui sont attirées par l'astronomie, par la conquête spatiale, et aussi ce lien avec la Terre. C'est-à-dire quand on est là-haut, ce que nous disent tous les astronautes, ce que nous dit Claudie Ignoré, qui est la marraine de notre fondation, Thomas Pesquet, on voit cette petite planète bleue et voilà, on est seul dans l'univers peut-être. Et c'est tellement fragile. Cette fragilité de la planète, c'est la fragilité du Petit Prince. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention. Et que les astronautes ont pris le relais du Petit Prince pour nous dire faites gaffe, faites attention, on est en train de détruire notre vaisseau spatial. Ce que Saint-Exupéry disait, la Terre est un vaisseau spatial qui nous emporte tous équipage d'un même navire, n'est-ce pas ? Et habitant cette Terre, on doit être solidaires pour la protéger. Et entre nous, pour ne pas nous battre et détruire notre vaisseau spatial. Donc c'est sagesse et raison. Non, c'est un très beau message qui, je suppose, fait partie des messages que vous voulez faire passer avec la Fondation. Comment est-ce que vous résumerez les causes que votre Fondation porte ? Alors, quand on s'est posé la question, la création de la Fondation, Saint-Exupéry, c'est très large. Quelles sont les causes qu'on doit soutenir, aider ? Évidemment, naturellement, on a pensé à la jeunesse, voilà, parce que c'est la jeunesse, c'est nos enfants. Le livre est pour les enfants. Voilà, la jeunesse, c'est vous, c'est votre génération. On doit vous aider à vivre dans un monde meilleur. Et c'est vrai que notre génération, alors on va pas se faire de l'autocritique, notre génération de boomers, on est quand même pas mal responsable de tout ce qui se passe. Et donc, on s'est dit, il faut agir pour aider la jeunesse. Il y a deux domaines qui nous paraissent cruciaux, c'est l'éducation et l'environnement. Voilà. Donc on soutient des projets dans le monde, dans une vingtaine de pays, toujours dans la communauté exupérienne, d'ailleurs c'est ça qui est formidable, pour la jeunesse, dans le domaine de l'éducation, ça va être construire des écoles, soutenir la lecture, l'apprentissage de la lecture, l'édition, la réinsertion, voilà, ou l'environnement, donc participer avec des ONG à des actions pour l'environnement, et ça c'est en France aussi bien que dans une vingtaine de pays dans le monde. Alors avec nos petits moyens, parce que voilà, on n'est pas une fondation milliardaire, voilà, mais on a un grand rayonnement avec l'image et le nom d'Antoine de Saint-Exupéry, avec son rayonnement dans le monde et du Petit Prince. Et on utilise beaucoup ces leviers pour justement favoriser, promouvoir des projets, des partenariats. Au-delà du côté financier de la chose, en fait, du soutien financier, il y a aussi le soutien de l'image et le message. Bien sûr, et c'est ce que vous essayez de faire aussi ici à Vivatech, en fait, de partager ces messages
que ce soit avec des entreprises d'innovation, mais aussi avec le grand public? Mais voilà, je pense qu'on est là d'abord parce qu'on a nos amis qui nous entourent. On a Solar Stratos, donc notre ami et parrain Raphaël Donjean. On a Bertrand Picard aussi qui est omniprésent sur ce salon. Voilà, on a nos amis suisses qui sont pas loin. Donc c'est bien d'être entouré des amis, mais surtout on veut parler aux jeunes. Voilà. Et je pense que Saint-Exupéry et Le Petit Prince, c'est du rêve. Alors c'est vrai qu'en France, ça peut être critiqué parce que nous, on a donné beaucoup de rêves à travers un pilote d'avion. Donc en ce moment, c'est un peu critiqué. Mais bon, il y a le message de l'espace aussi. Donc je pense que ça donne du rêve et de l'espoir. Et vu ce qu'on vient de vivre depuis 18 mois, la jeunesse a besoin d'espoir, elle a besoin de rêve. Dans un cadre strict, qui est encore une fois respect de l'homme, respect de la planète, mais pour l'innovation technologique. Bon, on a beaucoup parlé d'Antoine et de votre fondation, mais puis vous, Olivier, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici? C'est vraiment juste un lien familial ou est-ce que vous vous retrouvez aussi dans ces messages? Alors, c'est d'abord un lien familial, bien sûr. Je représente ma famille, les héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry. Et quand nous avons décidé de créer la fondation, il y a 12 ans, évidemment, on est passé à un stade super différent, puisqu'avant, on gérait un héritage. Et maintenant, on promeut des messages. Et on donne de l'espoir. Donc je pense que c'est accompagner la force de ces messages, la force du message de Saint-Exupéry qui nous dépasse complètement, qui est complètement universel. Et je pense que c'est la capacité qu'on a d'accompagner ce message est pour nous très importante. Et pour moi, personnellement, c'est ma mission que je me suis donnée, c'est de promouvoir ce message par tous les moyens, même nos petits moyens, mais d'y arriver et sur le plan international. Et la récompense qu'on a, c'est le public, c'est les gens que je rencontre dans le monde entier, enfin c'était jusqu'à il y a 15 mois, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit en Turquie, en Afrique, au Maroc. Et les gens nous disent merci, Le Petit Prince, ça nous donne de l'espoir, c'est formidable, c'est des messages positifs. Et surtout que Le Petit Prince aujourd'hui est sorti de son livre. C'est un ambassadeur, une icône internationale que n'importe qui peut reconnaître en disant « Ah oui, c'est Le Petit Prince, c'est la paix, c'est les valeurs positives, c'est la défense de la planète. » Voilà, et de vivre ça et d'accompagner ça et d'avoir ces témoignages en direct, c'est la meilleure récompense. Ouais, j'imagine. Mais depuis petit, vous souhaitiez reprendre cet héritage ou c'est quelque chose qui s'est développé en grandissant? En fait, moi j'ai découvert Saint-Exupéry très tardivement parce que dans ma famille, on n'en parlait pas. Voilà. D'accord. On n'en parlait pas. C'était réservé à certaines personnes, un cercle de femmes, des vestales, du grand homme. Et j'ai découvert, parce que je m'intéressais à la littérature, que j'étais plutôt porté sur le français, voilà, et j'ai découvert son œuvre. Et j'ai trouvé ça merveilleux quand j'avais 16 à 18 ans. Et Le Petit Prince, j'ai découvert encore plus tard. Parce que je l'avais lu à 10 ans, mais j'y comprenais rien, je trouvais ça débile. Pour les enfants, les bébés, quoi, voilà. Et donc j'ai découvert très tard. Donc voilà, non, c'est une vocation qui m'est venue très, très, très tardivement, en fait. Et donc ça fait 16 ans que je m'occupe de la succession et de la fondation, voilà. Et ma question, ce serait, quelle est votre citation préférée du Petit Prince? Alors, moi, je suis très sensible au message du renard. Pour moi, c'est la clé. On est responsable de ce qu'on apprivoise. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose importante, unique, et donc tu es responsable de ta rose. Beau message. Il y en a tellement dans ce livre et dans tous les livres. Le Petit Prince, c'est votre ouvrage préféré ou peut-être vous en avez aussi d'autres? Alors, c'est forcément un ouvrage préféré parce que c'est le plus important. C'est celui qui parle à tout le monde, c'est celui qui délivre les messages les plus importants, fondamentaux. La vie, la mort, l'amitié, l'amour, tout est dans Le Petit Prince. C'est un livre à clé, c'est incroyable. C'est un livre qu'il faut relire tous les 10 ans et à chaque fois on trouve des nouvelles significations, des nouvelles choses. Mais c'est un livre qui grandit avec nous aussi. Oui, exactement. Et donc c'est un livre... c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas de religion, qui ne sont pas ou catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes,
c'est un livre qui fournit des réponses vraiment spirituelles. Donc c'est un livre très important. Donc on ne peut pas passer à côté. C'est évident. Puis il est beau, il est poétique. Enfin voilà. Sinon, c'est Terre des Hommes, parce que Terre des Hommes, c'est la Bible humaniste. Et c'est tellement beau. La langue, l'écriture est merveilleuse. Ce qu'il y a de fascinant avec Le Petit Prince, c'est qu'il est traduit en 480 langues. Et il y a des langues qui ne sont pas faciles. En inuit, en khmer, en inca, enfin, et donc il y a des comment faire passer les concepts, mais ça passe. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est la magie du Petit Prince. À travers les traductions, les messages et les concepts passent. Et tout le monde ressent la même chose. Donc il y a une émotion et une compréhension de l'ouvrage universelle aussi. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Je rêve d'un jour de faire un colloque avec 420 traducteurs et leur poser la question à tous. Comment vous avez fait ? Non, c'est vrai que le sens des mots, en plus, dans différents langages, c'est totalement différent. Sans compter que certains animaux n'existent pas dans certaines parties du monde. Certains n'ont pas de renard, certains n'ont pas de serpent. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est, comme dirait Le Petit Prince, c'est un grand mystère. Non, ma dernière question, ce serait si vous deviez résumer en 4-5 phrases le message qu'il faut tirer de cette œuvre, qu'est-ce que ce serait ? Alors, pour moi, encore une fois, c'est la responsabilité. La responsabilité. L'esprit pionnier du Petit Prince, l'aventure. Un Petit Prince, c'est quelqu'un qui part à la découverte du monde, de l'espace. Des autres. La responsabilité, parce qu'au bout d'un moment, il dit je suis responsable de ma rose, donc je retourne à ma rose, j'arrête mes pérégrinations. Voilà. La curiosité. C'est quelqu'un qui est curieux, qui pose des questions, voilà, qui veut obtenir des réponses. La ténacité aussi. Voilà. Et puis la fidélité, l'amitié. Voilà, tous ces messages, je pense, sont importants dans Le Petit Prince. Magnifique, Olivier. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ceci avec nous. J'espère que le public pourra se souvenir de tous ces messages pour les 10 prochaines années, avant la nouvelle relecture du Petit Prince. Je les mettrai dans mon agenda. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt avec d'autres entreprises et d'autres pionniers que nous allons interviewer. We have a